4 avril 1944. 12 prisonniers sont alignés à genoux dans l'enceinte de la citadelle d'Arras et il ne leur reste que quelques secondes à tirer de la vie. Soudain, l'ordre est donné. C'est la fin, le peloton fait feu et les 12 prisonniers tombent sans un mot. Parmi eux se trouvait un individu de bonne stature, le visage souriant et les yeux brûlants d'intelligence. Il s'agit de Jean Cavaillès. Mathématicien, logicien et philosophe, depuis le début de la guerre, il avait troqué sa veste de professeur et d'universitaire pour celle d'agent clandestin se livrant à l'action la plus dure et concrète. D'ordinaire, disait le philosophe Canguilhem, pour un penseur, entreprendre d'écrire une morale, c'est se préparer à mourir dans son lit. Mais Cavaillès, au moment même où il faisait tout ce qu'on peut faire quand on veut mourir au combat, lui, il écrivait une logique. Sa morale, il n'a pas eu besoin de l'écrire, il nous l'a donnée simplement par l'exemple de sa vie. Quant à sa vie, on aurait pu croire qu'elle le destinerait à figurer parmi les plus grands noms des philosophes français du XXe siècle. En effet, Cavaillès en son temps étant pionnier de la philosophie des mathématiques, des sciences et de la logique, et les intuitions qu'il a eues se verront presque toutes confirmées. Mais quand la guerre éclate, Jean Cavaillès comprend que le temps de philosopher dans les couloirs des universités et dans les colloques est terminé. Il continuera toujours d'écrire sur les mathématiques et la logique, mais il aura surtout à cœur d'appliquer les principes de sa philosophie existentielle par la lutte armée et clandestine contre l'occupant nazi. Et si le nom de Cavaillès est aujourd'hui tombé dans l'oubli, je crois que c'est pour une raison toute simple. Il n'était d'aucune chapelle, d'aucun parti, ni gaulliste ni communiste. C'était un homme inclassable qui est entré en résistance sous l'influence de ses seules considérations philosophiques. Par conséquent, après la guerre, sauf quelques rares hommages, Cavaillès n'est pas récupéré. Aucun parti n'en fait son idole, et comme il n'est plus en vie pour continuer d'élaborer ses idées et les diffuser, son nom disparaît des mémoires. Cavaillès est donc mort pour la France, mais la France l'a oublié. Alors dans cette vidéo, on va essayer de réparer cette injustice en regardant l'action de Cavaillès pendant la guerre et en essayant de décrypter et de comprendre sa philosophie des mathématiques. Pour résumer en bref son parcours avant la guerre, il naît en 1903 dans une famille de militaires et d'esprits protestants. C'est un universitaire brillant qui est reçu premier à l'école normale supérieure et qui passe en parallèle une licence de mathématiques. Il va travailler simultanément sur 2 thèses qui sont tellement compliquées et novatrices que le jury ne les comprendra pas et lui posera des questions totalement hors sujet, ce qui le mettra hors de lui. Avant ça, il obtient l'agrégation de philosophie et il enseigne cette discipline à des lycéens avec des talents de pédagogue incroyables. Il va faire de nombreux voyages en Allemagne, il rencontre Heidegger, Husserl, et il a l'occasion d'assister au tout début de la montée du nazisme. Et il y a d'ores et déjà une question qu'on peut se poser. Pourquoi ce brillant universitaire, qui aurait tout à fait pu rester en retrait et faire profil bas pendant la Seconde Guerre mondiale, a-t-il décidé de risquer sa vie et de rejoindre le plus dur de la résistance ? On l'a déjà dit, c'est la philosophie qui a motivé cette décision, et particulièrement la philosophie de Spinoza. Comme il l'a dit lui-même en 1943, « Je suis spinoziste, il faut résister, combattre, affronter la mort, ainsi l'exigent la vérité et la raison ». Et Cavaillès, qui s'est beaucoup intéressé au nazisme, qui a lu Mein Kampf et observé directement des discours d'Hitler, il voit dans les principes du nazisme la contradiction même de la philosophie de Spinoza. Ces principes, il les conçoit comme inacceptables, parce qu'ils étaient, dit-il, la négation sauvage de l'universalité, et parce qu'ils annonçaient et recherchaient la fin de la philosophie rationnelle. Par conséquent, c'est donc logiquement que Jean Cavaillès devient résistant. « Je suis spinoziste, dit-il encore pendant la guerre, je crois que nous saisissons partout du nécessaire, nécessaires les enchaînements des mathématiciens, nécessaires même les étapes de la science mathématique, nécessaire aussi cette lutte que nous menons. » En ce sens, Jean Cavaillès est vraiment l'illustration du philosophe dans son acception la plus noble, c'est-à-dire quelqu'un qui propose une pensée, une logique, et qui vit en respectant une doctrine, pouvant même, si cela est nécessaire, aller jusqu'à mourir pour ses idées en devenant le soldat. Et c'est d'ailleurs précisément ce qui va se passer pour lui. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Du fait que Cavaillès est lieutenant de réserve, il va être mobilisé dans un régiment d'infanterie coloniale pendant la drôle de guerre, et il va se retrouver à la tête d'une petite troupe de 30 marsouins, avec laquelle il parvient à voler du matériel aux Allemands au début de la guerre, et où il fait déjà preuve d'un grand courage. Au cours d'une permission en janvier 1940 et du fait de ses connaissances en mathématiques et en langue allemande, il va finalement être assigné dans un service de décryptage, où il apprendra d'ailleurs les techniques de chiffrement qui lui serviront pendant toute son action de résistant. Tandis qu'il s'est déplacé avec l'état-major pour se rapprocher des combats de la bataille de France, l'état-major s'en va sans prévenir et Jean Cavaillès, qui est resté endormi, se retrouve seul avec son chauffeur.
Ensemble, ils vont errer presque 2 jours sur une vingtaine de kilomètres en essayant de rejoindre Paris tout en évitant les chars et les soldats allemands, quand le 11 juin 1940, ils seront capturés par une patrouille. Ils se retrouvent dans une colonne de presque 2000 prisonniers qui sont maltraités et où la dysenterie tue beaucoup de monde, et il assiste à une scène qui peut paraître anecdotique mais qui a sans doute dû le marquer puisqu'il en parle dans une lettre. Tandis que les prisonniers se trouvent à Bapaume, en Belgique, il y a un jeune qui insulte les vaincus de tous les noms, les traitant de lâches et les accusant d'avoir perdu. Et à côté de Cavaillès, il y a un vieux paysan picard qui répond tristement qu'à l'autre guerre, personne ne s'était rendu et qu'ils avaient combattu jusqu'au bout. Cavaillès a sans doute dû être ému devant cette scène, et même si sa décision semblait déjà prise, ce qu'il vient de se passer le conforte, lui, il ne se rendra jamais. Le 16 juin, il est finalement interné dans la citadelle de Cambrai, qui a été aménagée en camp, et ça se passe très mal. Les prisonniers se détestent entre eux, les poux font des ravages, et les autorités militaires françaises pensent même que Jean Cavaillès est mort dans une tentative désespérée d'offensive, ce qui lui vaudra une décoration à titre posthume, et sa sœur, de qui il est très proche, va recevoir une lettre qui l'informe du décès de son frère. Le 25 juillet 1940, il est en route avec les autres prisonniers pour un camp de travaux forcés en Allemagne, mais une nuit, alors que les prisonniers stationnent dans un entrepôt désaffecté en Belgique, il arrive à s'échapper avec l'aide d'un prisonnier anglais. Il va trouver refuge dans un orphelinat où une religieuse lui donne des vêtements civils de jardinier, et puis il parvient, grâce à un garagiste bien décidé à aider les prisonniers évadés, à se procurer une bicyclette et à rejoindre Clermont-Ferrand avec son déguisement de jardinier. À Clermont-Ferrand, Cavaillès va reprendre brièvement ses activités d'intellectuel, essayant de montrer à ses collègues les problèmes énormes dans lesquels se trouvent les mathématiques avec la crise des fondements, dont on reparlera dans une seconde partie, mais Cavaillès est dévoré par la passion d'agir. Il va petit à petit organiser des contacts avec ce qui constituera les prémices des mouvements de résistance. Pour lui, l'armistice signé par Pétain est une trahison et la lutte doit impérativement continuer. Et ce qui est saisissant dans le parcours de résistant de Cavaillès, c'est que les différentes phases de son activité, comme vous le verrez, correspondent à chaque fois à une analyse rigoureuse de la situation. Cavaillès semble à chaque fois dégager des structures de problèmes et essayer d'adapter son action aux problèmes qu'il rencontre. Au départ, du fait que les mouvements militaires de résistance ne sont pas encore constitués et que la bataille concerne surtout l'opinion, il va décider d'organiser un réseau de militants intellectuels, où il va essayer de recruter des journalistes qui conspuent l'armistice, des universitaires critiques du régime de Vichy et les persécutés victimes du nouveau régime. Et en quelques mois, il a constitué un réseau d'une centaine d'individus qui vont distribuer des tracts, faire paraître des brochures, assurer la distribution dans les boîtes aux lettres sur plusieurs départements. Mais assez rapidement, certains membres sont arrêtés, la crédibilité du mouvement est diminuée et finalement c'est un échec. À la suite des arrestations, Cavaillès prend pleinement conscience du risque et de la gravité de la voie dans laquelle il s'engage. Il croit aussi que c'est par un travail de propagande de longue durée que les choses évolueront, et dans cet élan, il fonde le journal Libération, titre que reprendra Jean-Paul Sartre pour fonder le journal que nous connaissons aujourd'hui. Et j'en profite pour souligner l'ignominie de Jean-Paul Sartre, qui lui a collaboré et n'a eu de cesse de faire des compromis avec l'occupant pour faire avancer sa carrière, d'avoir repris le titre du journal de Cavaillès qui lui est mort pour s'être livré à la résistance la plus acharnée. Mais passons. Le 18 mars 1941, Cavaillès va être appelé par Gaston Bachelard pour enseigner la méthodologie et la logique des sciences à l'université de Nanterre, mais Cavaillès a d'autres projets. Celui de créer une armée secrète fondée sur le principe d'organisation en réseau clandestin. C'est ainsi qu'après une longue année d'organisation, de prise de contact, notamment à Londres avec le général de Gaulle que Cavaillès rencontrera plusieurs fois, qu'il va fonder le réseau Cohort avec Christian Pineau. Ce réseau organise au départ des missions d'espionnage, la fabrication de faux documents et le chiffrage des informations, et c'est donc une cellule de renseignement totalement autonome que va fonder et diriger Jean Cavaillès, qui agit avec la couverture de son statut de professeur de logique des sciences à l'université de Nanterre. Mais dans une matinée des premiers jours de septembre, après l'échec d'une mission de transport à cause du fait que l'avion qui devait les emmener à Londres a pris feu, ils sont surpris par des douaniers français qui surgissent et leur tirent dessus, et Cavaillès et son bras droit Christian Pineau sont alors arrêtés. Le 16 septembre, ils seront transférés à la prison de Montpellier, où Cavaillès, sentant qu'il côtoie la mort d'un peu trop près, décide de rédiger son testament philosophique, qui consiste en un traité de logique extrêmement compliqué. Et je voudrais juste interrompre une seconde sa biographie, pour vous faire remarquer la solidité mentale de cet homme, qui depuis 3 ans se trouve dans l'action la plus dure, qui risque sa vie quotidiennement dans des missions clandestines, qui va vivre à travers des dizaines de pseudonymes, et alors qu'il est dans des conditions d'incarcération très difficiles, dans la solitude héroïque d'une prison, il va s'employer à la tâche intellectuelle extrêmement difficile, qui est de rédiger un traité de philosophie de la logique mathématique. En ce sens, et vous l'avez sans doute déjà deviné, je crois vraiment qu'on peut dire que Jean Cavaillès appartenait à une trempe d'hommes exceptionnelle.
Quoi qu'il en soit, le 29 décembre 1942, dans des conditions qui sont restées très mystérieuses, il arrive à s'échapper de la prison de Montpellier. Il est maintenant recherché par toute la police française et les autorités d'occupation, et il doit rentrer dans une clandestinité totale. Sa couverture d'enseignant à Nanterre n'est plus possible, et c'est donc totalement caché qu'il va vivre. Au printemps 1943, caché dans la cale d'un bateau de pêche, il parvient à rejoindre Londres où il va rencontrer le général de Gaulle pour négocier l'indépendance budgétaire du réseau Cahors. Mais à son retour en France, le réseau a été infiltré. Les arrestations, les exécutions et les déportations se multiplient au sein du groupe, et Cavaillès sent que l'étau se resserre. Mais plutôt que de se faire discret, l'action de Cavaillès au contraire va gagner en intensité. Il va saboter des installations allemandes, va s'introduire dans les bases de la marine allemande installée à Lorient déguisé en ouvrier pour organiser un attentat futur, il effectue le sabotage d'usines comme celle de Hotchkiss, il va détruire des installations ferroviaires, électriques, téléphoniques et dynamiter des dépôts. Évidemment, son action directe de grande ampleur ne laisse pas l'occupant indifférent, et ce dernier se met à le rechercher très activement. Soudain, sa chute va s'accélérer. Les Allemands qui ont réussi à infiltrer le réseau Cahors parviennent à le localiser grâce à une ruse, et le 28 août 1943, en plein rue Boulevard Saint-Michel et dans des conditions extrêmement violentes, il sera arrêté. À la mi-octobre, il sera faussement libéré pour être placé sous filature afin que les Allemands puissent remonter aux différents membres du réseau Cahors, et à la mi-novembre, il est de nouveau arrêté, et cette fois-ci, Cavaillès livrera son dernier combat, et sans doute le plus difficile. En effet, les Allemands comprennent qu'ils ont face à eux des membres de premier plan de la résistance. Petit à petit, ils comprennent que les différents pseudonymes, Sully, Descartes, Marty, Hervé, Chenevière, Crillon, Daniel, Bucéphale, Pégase, Benoît, Charpentier, correspondent à un seul homme, celui qu'ils ont face à eux. Au moins 12 fois, Cavaillès sera gravement torturé pour qu'il dénonce les membres du réseau, et il ne donnera aucun nom. Il va s'accuser de tout, citera l'impératif catégorique de Kant à ses geôliers et convoquera la figure d'Egmont de Beethoven. La résistance hors du commun dont il a fait preuve en ne donnant aucun nom sous la torture laisse le temps au réseau de se réorganiser et d'échapper à des rafles. Le 18 janvier 1944, il est transféré à la prison de Fresnes, où il trouve le moyen d'envoyer une lettre à sa sœur et où, pour la rassurer, il lui dit « Santé et morale excellent », alors que Cavaillès sait pertinemment que ses jours sont comptés. Après des mois d'incarcération dans des conditions abominables, le 4 avril 1944, il est jugé sommairement et exécuté dans la foulée. On ne sait pas vraiment si Cavaillès, aux derniers instants de sa vie, a su conserver les qualités que ses compagnons décrivaient chez lui, son visage rayonnant, son regard direct et profond, son sourire bienveillant, mais toutes ces qualités, il les a conservées dans les missions les plus périlleuses, et je n'ai personnellement aucun doute qu'il les détenait toujours au crépuscule de sa vie. Cavaillès, dans une sorte d'hommage involontaire par les Allemands, sera enterré dans une fosse commune avec la mention « Inconnu numéro 5 ». Pour un mathématicien, dont l'inconnu représente en quelque sorte la pierre angulaire de son activité, il s'agit d'une épitaphe qui convient parfaitement. Voilà, on en a fini avec l'existence de Cavaillès, héros de la résistance, homme d'action hors du commun et intellectuel brillant, dont le nom ne doit pas être oublié. On va maintenant passer à son travail sur la philosophie des mathématiques, et je crois qu'il permet d'éclairer beaucoup de choses sur la science et la logique en général, mais surtout vous allez voir qu'on peut vraiment faire des rapprochements entre cet aspect de son œuvre et son action de résistant. Mais pour bien comprendre tout ça, il nous faut préciser le contexte dans lequel intervient l'œuvre de Jean Cavaillès. À la fin du XIXe siècle, les mathématiciens commencent à paniquer. Depuis des millénaires, le développement des mathématiques suit tranquillement son cours, cette discipline apparaît même comme la plus solide et la plus rationnelle de toutes les activités auxquelles l'esprit peut se livrer, mais au XIXe précisément, la communauté des mathématiciens se met à s'interroger sur les fondements profonds des mathématiques, et problème, ils ont du mal à les trouver. C'est en ce sens que la communauté des mathématiciens panique. Petit à petit, on chuchote que la science la plus solide, la plus logique, aurait en fait été construite depuis des millénaires sur du sable, et autrement dit, on assiste discrètement à une crise qui concerne la rigueur logique des principes de l'analyse mathématique, que la postérité qualifiera de crise des fondements. Les mathématiciens se mettent donc en quête d'un paradis. Ce paradis, c'est une théorie complète, en béton, et sur laquelle tout l'édifice mathématique pourrait reposer solidement, et ce paradis, un homme génial qui mériterait une vidéo à lui seul, va essayer de l'apporter. Il s'agit de Georg Cantor et de sa théorie des ensembles. Cette théorie, elle est fantastique puisqu'elle permet de reconstruire tous les objets mathématiques à partir d'un geste très simple, qui consiste à associer les objets, comme les nombres, les relations entre les nombres, les fonctions, dans des espèces de cases ou de sacs. Évidemment, je simplifie un peu, mais Cantor, avec ses ensembles et tout le formalisme qui est associé, semble faire la promesse magnifique aux mathématiciens de fonder les mathématiques.
Un peu avant la finalisation de la théorie des ensembles, un autre mathématicien et logicien qui s'appelle Frege, qui est un grand nom de la philosophie des mathématiques, avait donné des critères que devaient respecter toutes les théories des fondements. Le premier critère, c'est celui de cohérence. La théorie ne pouvait pas démontrer une proposition et son contraire. Il y a le critère de complétude, c'est-à-dire pour tout énoncé, ou bien il est démontrable, ou bien son opposé est démontrable à l'intérieur de la théorie, et la décidabilité, c'est-à-dire qu'il existe une procédure de décision qui permet de tester tous les énoncés de la théorie. Et la théorie de Cantor, elle semble satisfaire à toutes ces conditions. Mais comme souvent ici-bas, les rêves de paradis ne durent guère. Entre 1900 et 1903, le philosophe Bertrand Russell comprend quelque chose dont le pouvoir destructeur sur la théorie des ensembles n'a d'égal que la simplicité de l'argument. D'accord, dit Russell, cette histoire d'ensemble c'est très élégant, mais est-ce que l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient lui-même ? Je vous l'accorde, formulé comme ça, c'est pas forcément clair, mais regardez, vous allez comprendre très simplement. Imaginons qu'un village fasse passer une loi un peu curieuse. Le barbier du village n'a le droit de raser que les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes. Jusque-là, pourquoi pas ? Mais qu'en est-il du barbier ? S'il se rase lui-même, il enfreint la règle, parce qu'il ne peut raser que ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Mais s'il ne se rase pas lui-même, il est aussi en tort, parce qu'il a la charge de raser ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Ramené au paradoxe de Russell sur la théorie des ensembles, ça nous dit que si l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient lui-même, alors il doit se contenir lui-même. Et inversement, s'il ne se contient pas lui-même, alors il doit se contenir lui-même. Évidemment, c'est totalement absurde, et souvenez-vous, une théorie des fondements ne doit pas pouvoir démontrer une proposition et son contraire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les mathématiciens sont donc contraints de quitter leur jardin d'Éden à la recherche d'une nouvelle terre promise pour fonder les mathématiques, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Alors que cette quête d'une terre sacrée suit toujours son cours, le mathématicien Kurt Gödel va jeter une autre bombe avec son fameux théorème d'incomplétude. Sans trop rentrer dans le détail, c'est un théorème qui montre presque indiscutablement que l'immense majorité des théories mathématiques qui voudraient fonder les mathématiques auraient forcément une base qui est indémontrable, c'est-à-dire dont on ne pourrait dire si elle est vraie ou fausse. Autrement dit, toute tentative pour fonder les mathématiques reposera forcément sur un énoncé indécidable. Cataclysme. Le rêve de fonder totalement et solidement les mathématiques semble définitivement s'estomper. Et c'est dans ce contexte de crise et d'intense réflexion que Jean Cavaillès produit son œuvre. Déjà, on peut dire qu'en France c'est un pionnier. Toutes ces querelles ont surtout concerné des Allemands et des Anglais, donc des gens peu recommandables en dernière instance, et Cavaillès, avec quelques autres, va amener ça en France avec sa thèse universitaire sur la théorie des ensembles et avec ses travaux postérieurs. Pour lui, vouloir fonder toutes les mathématiques à partir d'une théorie logiquement complète revient à se leurrer sur ce en quoi consistent véritablement les mathématiques. En effet, pour Cavaillès, la rationalité est une véritable immanence, dit-il. Et de ce fait, il n'y a pas lieu de lui chercher une garantie extérieure dans une méta-mathématique. Autrement dit, les mathématiques se suffisent à elles-mêmes et obéissent à une dynamique d'autoproduction. C'est-à-dire que leur développement correspond simplement à un processus dynamique induit par la structure même des problèmes mathématiques. Pour le dire autrement, les mathématiciens développent des concepts en réponse à des problèmes spécifiques, et ces concepts évoluent au fil du temps à mesure que de nouvelles découvertes sont faites et que de nouveaux problèmes émergent, tout simplement. Et vouloir chercher un fondement absolu à tout ça, c'est croire que tous les problèmes mathématiques pourraient être résolus à partir d'un seul cadre conceptuel immuable, ce qui pour lui semble une utopie. Et souvenez-vous, Jean Cavaillès adapte systématiquement son action de résistant en analysant en détail la structure du problème et le moyen de le résoudre. Pour le dire très simplement, quand il comprend que le problème concerne celui de l'opinion qui accepte l'armistice, il va faire de la résistance intellectuelle et de la propagande. Quand le problème concerne la présence militaire de l'occupant, il répond lui aussi par une action militaire. Alors on est d'accord, il n'y a pas besoin d'être un brillant philosophe des mathématiques pour comprendre que pour bien répondre à un problème, il faut l'identifier et apporter une réponse adaptée. Mais chez Cavaillès, ça s'inscrit dans quelque chose de plus profond, puisqu'en fait c'est toute sa philosophie des mathématiques qui va reposer sur ce principe. Et en mathématiques, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on pouvait répondre à tous les problèmes avec le même formalisme. C'est d'ailleurs le rêve de la théorie des ensembles, des gens comme Husserl et des positivistes, que de construire une théorie nomologique complète. Et Cavaillès dit non. De ce fait, on peut véritablement dire que c'est un penseur du devenir mathématique, qui dit que les mathématiques sont en perpétuelle évolution sous l'influence presque exclusive des structures de problèmes qu'elles produisent elles-mêmes,
et il y a une citation importante de son œuvre qui résume bien sa pensée et qu'il nous faut détailler, « Il n'y a rien de si peu historique que l'histoire des mathématiques ». Et on pourrait se dire que c'est là une curieuse citation pour un penseur du devenir des mathématiques. Mais souvenez-vous, Cavaillès est un spinoziste. Il dit d'ailleurs à son père dans une lettre « J'ai essayé de définir l'expérience mathématique en me réclamant du patronage de Spinoza. Et pendant la guerre, souvenez-vous, je suis spinoziste, je crois que nous saisissons partout du nécessaire, nécessaire les enchaînements des mathématiciens, nécessaire même les étapes de la science mathématique, nécessaire aussi cette lutte que nous menons. » Ainsi, quand il dit qu'il n'y a rien de si peu historique que l'histoire des mathématiques, il signifie que le développement de cette science est guidé par une totale nécessité dans laquelle l'intervention humaine, certes va jouer un rôle avec les coups de génie, le travail des mathématiciens, leurs discussions, mais qu'à la fin, l'acte du mathématicien, son geste pour résoudre un problème, est totalement déterminé par la structure même du problème auquel il est confronté. Et de la même manière et à la suite de ça, la solution qu'il apporte au problème amène un autre problème qui lui aussi va déterminer une nouvelle solution nécessaire, etc. Et c'est vraiment en ce sens que Cavaillès conçoit l'histoire des mathématiques comme un automouvement. Mais surtout, et je doute que ça plaise aux mathématiciens, il pense l'histoire des mathématiques en faisant presque disparaître le rôle prépondérant du sujet mathématicien. Cette perspective, sans vraiment nier les individus, révèle plutôt la façon dont le sujet se fond dans le flux des mathématiques. Cavaillès ne nie pas l'influence humaine ni le génie individuel, mais il suggère que ces éléments se plient à l'impulsion de l'automouvement mathématique. Et cette approche correspond aussi à son approche de la résistance, où il conçoit son action comme obéissant à une stricte nécessité déterminée par la structure des problèmes qu'il rencontre. Pour conclure, le cœur de sa vision se trouve dans la remise en question de la quête de fondement ultime. Pour Cavaillès, la rationalité se trouve en immanence et les mathématiques avec leur propre dynamique d'autoproduction ne nécessitent pas une garantie extérieure. Les mathématiciens, en réponse à des problèmes spécifiques, tissent un réseau de concepts en constante évolution, façonnés par la structure inhérente des défis mathématiques. L'idée d'un fondement absolu et unique est selon lui une utopie qui ignore la richesse de la diversité des problèmes et des solutions. Et la philosophie de Cavaillès se reflète aussi dans son action de résistance pendant la guerre. Son approche adaptative où l'analyse des problèmes guide le choix des réponses trouve un écho et un équivalent dans sa vision des mathématiques. En gros, chez lui, la nécessité structurelle prime, que ce soit dans la vie et dans sa résistance ou dans l'évolution des mathématiques. En somme, l'héritage intellectuel de Cavaillès offre une vision profondément enracinée dans la dynamique des mathématiques et dans la nécessité de leur évolution. Cette perspective éclaire non seulement les mathématiques elles-mêmes, mais aussi de manière plus générale, notre compréhension de la relation entre l'homme, le savoir et le mouvement de la connaissance. Et dans la symphonie complexe de la pensée de Jean Cavaillès, sa dimension spinoziste se révèle comme le fil conducteur, tissant harmonieusement sa vie et sa philosophie des mathématiques. De la même manière que Spinoza envisageait le monde comme une expression inévitable de la nécessité de la nature, Cavaillès percevait les mathématiques comme une expression guidée par la nécessité des énigmes mathématiques elles-mêmes. Sa résistance et son épistémologie convergent ainsi dans l'acception sereine de la nécessité, créant une symétrie entre sa vie engagée et sa vision des mathématiques. Voilà, cette vidéo est terminée, et même si on a à peine pu effleurer du doigt la pensée de Cavaillès dont le développement a hélas été interrompu par sa mort, j'espère qu'elle vous paraît plus claire, et j'espère aussi que le nom de Jean Cavaillès trouvera une place dans votre cœur et dans votre mémoire, et surtout que les siècles à venir se souviendront de son nom. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt.